Et donc la Guinée a toujours sa place dans la CEDEAO. Aucune... Non. Ceux qui disent que souvent il faut penser peut-être à la région de l'AES, vous dites non, c'est une mauvaise idée. Non, allez faire quoi dans l'AES? Pourquoi changer la CEDEAO pour aller à l'AES? Pour quelle raison? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu cette raison. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir M. Amadou Tierno, ancien ministre de la Coopération et de l'Intégration de la Guinée. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Comment va la Guinée? Ben, ça va très bien. Il y a le soleil, il y a la pluie. Ça, c'est la question météorologique. Voilà, c'est ça. Maintenant, comment va la Guinée, politiquement, socialement parlant? Bon, politiquement, socialement, vous êtes du métier, vous savez comment ça se passe. Et nous sommes dans une situation un peu critique, pour dire le moins. Donc, il y a une forte demande citoyenne pour qu'il y ait un changement de trajectoire. Mais la population attend encore. On y reviendra durant cette interview. Vous avez lancé le mouvement politique Synthèse. Quelle est votre vision en lançant ce mouvement? Écoutez, comme le nom l'indique, Synthèse, c'est la synthèse de tout le monde, de toutes les idées, de toutes les couches ethniques, le genre féminin, les jeunes, les compétences, les intellectuels, les paysans dans les villages, nos religieux. C'est de créer cette synergie pour être une force de proposition. C'est ça l'idée qui est derrière Synthèse. Et la vision de Synthèse, pour caricaturer un peu, c'est de transformer la Guinée en un pays développé en une génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui est né aujourd'hui, quand il aura 25 ans, qu'il ait au moins les moyens de vivre de façon décente, qu'il puisse se marier, mettre un toit sur sa tête, celle de sa famille, puisse manger à sa faim, se soigner, ses enfants vont à l'école, sa sécurité assurée. Ça ne veut pas dire qu'il lui faut 200 000 $, non. C'est qu'il faut créer les conditions pour qu'il puisse acquérir tous ses actifs pour son bien-être personnel, comme ça se fait ailleurs, par ailleurs. Donc c'est ça notre vision, c'est la vision de Synthèse qui est bâtie en fait sur 6 piliers pour la transformation du pays. Peut-être qu'on aura le temps de... Quels sont les piliers, là, justement? Ok, les 6 piliers, le premier, c'est de mettre en place une gouvernance transparente. Okay. Et qui est absolument nécessaire pour développer le pays. Parce que sans une bonne gouvernance, tout ce qu'on fera, tous les investissements qu'on fera n'aboutiront pas. Et dans cette gouvernance, c'est y compris une décentralisation. On ne transforme pas seulement les compétences au niveau décentralisé, il faut aussi transférer les ressources. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est une refonte en profondeur de la fonction publique de l'administration. Quand une administration fonctionne normalement, ne vous posez pas de questions, tout ira le mieux. Mais quand elle ne fonctionne pas, vous faites ce que vous voudrez, rien ne marchera. Donc, il faut une transformation de cette administration, la professionnaliser, digitaliser tout le processus de production, c'est-à-dire dématérialiser les chaînes de dépenses et de recettes pour assurer une meilleure gouvernance. Parce que quand on parle d'une corruption aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de méthode. On donne un pouvoir discrétionnaire à quelques individus qui font ce qu'ils veulent. Donc maintenant, si vous encadrez ça, vous digitalisez, et il y a un processus de redevabilité, vous professionnalisez, vous mettez en place des politiques publiques qui sont en adéquation avec les aspirations, la vision du gouvernement, rien ne pourra empêcher le pays de décoller. Il faudra professionnaliser les forces de défense et de sécurité. Nous avons beaucoup de personnes dans l'armée et pratiquement qui ne font rien. Et quand vous regardez à l'image, très simple, des États-Unis, quand il y a un désastre, c'est l'armée d'abord qui est là. Donc il faut les professionnaliser. Nous avons nos routes, nous avons l'agriculture, il faut faire les grosses infrastructures d'irrigation, les transports, ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier. Le second, c'est le développement du capital humain, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la nutrition,
l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et le troisième pilier, c'est la transformation structurelle du milieu rural, où nous avons près de 70% de la population pratiquement qui est impliquée dans l'agriculture. Quand vous avez presque 70% de votre population impliquée dans l'agriculture, ça veut dire que vous avez des problèmes. Quand vous regardez comparativement, on est en France, c'est peut-être 3-4% de la population qui est impliquée. Où sont les autres? Ils sont dans les industries, ils sont dans les services. Donc il faut qu'on puisse libérer cette main-d'œuvre qui est aujourd'hui en train de faire une agriculture traditionnelle pour aller faire autre chose. Donc l'agriculture, il faut la moderniser. Et le quatrième, c'est la diversification de l'économie. Le pays est très riche en ressources naturelles et notre économie est bâtie sur ces ressources naturelles. L'économie, donc, elle est vulnérable par rapport au prix des marchés mondiaux. On a la bauxite, bientôt le fer, on a eu l'or, on a eu le diamant, mais on est victime aujourd'hui des prix qui se passent ailleurs, dont on ne contrôle pas. On contrôle la matière première, mais on ne contrôle pas le prix. Donc notre économie bascule en fonction de ces prix, de cette variation de ces prix. Donc il faut la diversifier, aller vers les industries, et pour ça, il faut mettre en place des infrastructures qui sont structurantes. Nous avons de sérieux problèmes en Guinée, pas de route, pas d'aéroport, pas de chemin de fer. Et un pays sans ces infrastructures ne pourra jamais se développer. Et le cinquième pilier, c'est le développement urbain. Et Conakry, c'est devenu maintenant, pour ne pas dire un ghetto. Tout le monde vient. Tout le monde vient à Conakry parce que c'est là où se trouvent les opportunités. Il faut savoir qu'en réalité, l'économie tourne autour des grandes villes, surtout au niveau de la capitale. Parce que c'est là où on trouve les services de base. De l'électricité, malheureusement, on n'en a pas. Et l'eau potable, on n'en a pas. Donc, il y a des quartiers qui sont développés autour de la capitale, donc qui mettent la population dans des situations de précarité élevée. Donc, il faut pouvoir désengorger ça et créer des villes nouvelles. Et le sixième pilier, qu'on appelle un pilier transversal, c'est-à-dire que sans lequel tous les autres piliers, aucun ne peut marcher. Ça veut dire quoi? C'est qu'on dit qu'il faut qu'on essaie d'inspirer une politique d'éthique, de l'intégrité. La chance que nous avons en Guinée, c'est que la population elle est très croyante. Pour moi, je dirais 100% de la population elle est croyante avec différentes religions, musulmans, chrétiennes, catholiques, ainsi de suite. Donc on est très croyants. Donc on est tous enseignés qu'il faut être intègre dans ce qu'on fait. Donc c'est facile de développer ça. Et maintenant, il y a la diaspora, que nous on appelle les fils invisibles de la nation. Nous avons des millions de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Donc il faut essayer de ramener ces personnes, ces individus, ces jeunes qui ont des talents énormes au sein du processus de développement du pays, sans oublier l'intégration régionale. Nous avons des petites économies. Pour être compétitif au niveau international, il faut être en mesure de réduire le coût de production. Donc tout ça veut, il faut qu'il y ait un plus grand marché. Le marché guinéen seul ne peut pas compétir ailleurs. Donc il faudrait que les pays limitrophes arrivent à mettre leurs économies ensemble pour pouvoir produire moins cher et vendre. Je vous ai laissé parler pendant quasiment 5 minutes pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre ce projet. Voilà. Et forcément, la question qui va suivre derrière, c'est est-ce que vous avez des ambitions présidentielles à travers ce mouvement que vous avez lancé? Parce que là, c'est un projet de candidature que vous nous avez déroulé tout à l'heure. Non, pas forcément un projet de candidature. C'est que, comme je le disais tantôt, Synthèse a été créée pour être une force de proposition. Et cette force de proposition, c'est que Synthèse est prêt à gouverner le pays. Voilà. Donc on est en train de mettre tout le monde autour de la même table, et toutes les compétences, comme je le disais tantôt, des personnes de toute origine, pour qu'on vienne ensemble travailler pour développer ce pays. Mais et vous, qui êtes à l'origine de ce projet, est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Attention, je ne suis pas... aspirez... Bon, enfin, est-ce que vous aspirez un jour à diriger votre pays? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appellerait une transition.
qui va déboucher sur des élections en principe. Voilà, Enfin. donc si les conditions sont créées pour que Synthèse ait un candidat, et on sera sur ce chemin aussi. Très bien. Quel est votre regard sur la situation politique guinéenne actuellement? Comment qualifierez-vous la phase que traverse le pays, qui est sous transition depuis 2021? Écoutez, comme on dit en statistique, généralement on regarde le passé pour faire des projections pour l'avenir, c'est bien ça. C'est les statisticiens qui le disent. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous regardez ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans en Guinée, c'est la même chose qui est en train de se répéter encore en Guinée. C'est l'éternelle répétition. Et moi, je crois qu'on a une opportunité aujourd'hui d'arrêter ce système. Il faut arrêter ce système. Nous avons près de 50% de notre population qui vivent dans la pauvreté. Moins de 17 000 francs guinéens par jour, c'est-à-dire 1,6 € par jour. Près de la moitié de la population. On est classé 181 sur 193 pays dans l'indice de développement humain. On n'a pas accès aux services de base essentiels. Ça n'a pas commencé sous la transition aussi? Non, je parle aujourd'hui. Bah oui. Non, je parle d'aujourd'hui. Les problèmes étaient aussi oui, effectivement. Avant. Ouais. Mais on est à un point d'inflexion. Est-ce qu'il faut continuer cette tragicomédie, continuer à faire les louanges d'un individu, ou bien faudrait-il dire, écoutez, arrêtons-nous, réfléchissons et regardons où est-ce qu'on va aller? Parlant du passé, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous êtes l'un des derniers ministres d'Alpha Condé. Hier, quand je préparais l'interview, je me dis, mais vous avez une belle carrière dans le domaine international et tout. Vous êtes très brillant. Pourquoi vous avez accepté ce poste? Je suis tenté de vous poser une autre question, pourquoi pas. Mais je ne la poserai pas. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Ouais. J'ai rencontré le président Alpha une fois en 2016. On a eu une longue conversation et après, de temps en temps, on se parle. Et je suis venu en Guinée pendant la période de Covid parce que la banque était fermée. Donc, je suis venu voir mes parents et il a su que j'étais là. Il m'a invité pour déjeuner et on a fait le tour d'horizon. C'est ce qu'il était en train de faire. Et il avait sorti un slogan qu'il appelait « Gouverner autrement ». J'ai cru comme tout le monde que c'était un slogan, juste un slogan, « Gouverner autrement ». Mais ce jour, on a eu cette conversation, il m'a dit ce qu'il voulait dire par « gouverner autrement ». C'est-à-dire qu'il a eu des financements pour auditer toutes les compagnies minières, toutes les compagnies de télécommunications, les EPA, ainsi de suite. Il était en train de digitaliser tout le système et beaucoup d'autres choses. Intérieurement, je me suis dit qu'il aurait dû commencer par ça en 2010. En 2010. Malheureusement, on a pris une tangente à partir de 2010. Mais quand même, j'ai vu qu'il était là et qu'il voulait maintenant faire du bien pour le pays. Mais je n'ai pas pris une décision parce que moi, j'ai été nommé sans demander. Je n'ai pas mouillé le maillot pour lui, mais c'est à cause de mes compétences. Et quand je suis revenu en Guinée, il disait à tout le monde, il me l'a dit, je ne t'ai pas nommé parce que tu viens du Fouta, tu es peur, je m'attends à quelque chose de toi, c'est à cause de tes compétences que je t'ai fait venir. Monsieur le ministre, vous avez de très bonnes compétences, comme j'ai dit, mais vous êtes aussi un grand intellectuel et vous avez vu la situation dans laquelle la Guinée se trouvait au moment de cette élection. Vous étiez conscient du fait que son troisième mandat était inconstitutionnel et vous avez accepté cette nomination, donc être membre d'un gouvernement qui par la suite était considéré comme illégitime. Écoutez, ça dépend de qui voit la chose. Et pour moi, je suis venu 6-7 mois après qu'il soit élu pour ce mandat. Je n'étais pas là. Comment vous avez vécu, vous, cette crise-là en Guinée avec ces manifestations contre le troisième mandat d'Alpha Condé? Est-ce que vous aviez un point de vue sur cette question à l'époque? Non, j'ai un point de vue personnel, mais là où j'étais, j'avais un devoir de réserve. Je travaille pour une institution internationale. Oui, la Banque vous avez été convoqué par un président qui était considéré comme illégitime. Non, je le répète encore. J'avais un devoir de réserve. Il y a des commentaires que je ne pouvais pas faire. Justement, mais lorsqu'on vous propose un poste d'un gouvernement qui est considéré comme illégitime en raison d'un troisième mandat anticonstitutionnel, la bonne foi aurait voulu que vous vous opposiez, que vous refusiez ce poste.
Parce que certains diront que c'est un peu de l'opportunisme. Non, non, je me suis dit qu'il y a quelque chose que je pouvais faire pour mon pays. Même dans l'illégalité? Partout, je suis citoyen guinéen. Ouais. Quand un président de la République vous appelle, vous n'avez rien fait pour lui. Un président qui est contesté. Tant mieux. Mais quand il vous appelle, il dit venez m'aider pour ce pays sans demander quoi que ce soit en retour. Absolument rien. Donc, pour moi, en tant que citoyen guinéen, je n'ai pas hésité à venir. Non, monsieur le ministre, si le général Doumbouya vous appelait aujourd'hui, vous partirez aussi pour l'aider? Ça dépend de quelle façon. Ça dépend de quelle façon. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un coup d'État militaire et un coup d'État constitutionnel. Je suis d'accord. Je dis ça dépend de quelle façon. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Si je peux contribuer, avec le président Alpha, je savais que je pouvais contribuer. Parce que la discussion qui a eu, c'est entre lui et moi. C'est entre lui et moi. Donc, il savait dans quelles circonstances je suis venu. Une seconde. Il savait dans quelles circonstances je suis venu. Et je vous informe que quand moi je suis venu, j'ai perdu mon revenu 30 fois. Il le sait. J'ai perdu 30 fois mon revenu. Donc je n'étais pas venu pour le bien et les avantages que le pouvoir y confère. Je faisais partie du senior management d'une des six. Justement, c'est ce que je disais en début. Donc, oui? Je ne comprends pas votre décision. Pourquoi vous mettre dans un bourbier comme ça, sachant que la situation était assez critique d'un président qui était contesté par sa population, accepter un poste dans un gouvernement qui, tôt ou tard, voilà, a mal fini, comme on l'a vu. Est-ce que vous regrettez ce choix aujourd'hui? Non, au contraire, je ne regrette pas. Vous êtes fier d'avoir été ministre d'Alpha Condé? Je n'ai pas de ministre d'Alpha Condé. Je suis fier d'avoir été ministre en Guinée et d'avoir commencé beaucoup de choses. Ce que je regrette, c'est que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Comment vous l'avez vécu, ce coup d'État? Vous n'étiez pas en Guinée ce jour-là, j'ai regardé. Vous étiez en Ouzbékistan, en déplacement. Oui, j'étais en mission officielle en Ouzbékistan. Après le coup d'État, je suis revenu en Guinée. Les gens m'ont dit non, ne retourne pas, les militaires ont pris le pouvoir. J'ai dit non, je suis en mission de l'État. Je retourne, je fais mon rapport de retour de mission. Je suis revenu, j'ai fait mon rapport de retour de mission et je suis resté. Je ne suis pas allé nulle part. Est-ce que vous avez des contacts avec l'ancien président aujourd'hui? Ah oui. Vous parlez? On se parle. Il va bien? Dernière nouvelle. Dernière nouvelle. Le président a promis des élections cette année, vous y croyez? Écoutez, c'est difficile pour moi de croire parce que depuis 2021, on entame un discours qui varie en fonction des saisons. Donc j'attends voir. Pessimiste alors? Très pessimiste. Très pessimiste. Vous avez été ministre de l'intégration, hein, donc un peu des affaires étrangères et tout. Moi, j'aimerais qu'on regarde un peu ce qui se passe du côté de vos voisins, notamment de la CEDEAO. Quel regard portez-vous sur le départ des pays de l'AES, de la CEDEAO? Comment vous l'avez vécu personnellement? Écoutez, je crois que quelque part, il y a une confusion qui a été créée. Dites-nous tout. Cette confusion, c'est que pourquoi la CEDEAO a été créée? Ce n'est pas pour des questions politiques, c'est pour des questions économiques. Donc il faut regarder, depuis que la CEDEAO a été créée, pour des questions économiques, si réellement elle a pu faire quelque chose pour les pays de la CEDEAO. Et moi, je vous dirais oui, parce que j'ai contribué. J'ai contribué énormément pour financer des projets dans les pays de la CEDEAO, des routes, de l'énergie, l'électricité, toutes les grosses interconnexions qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est essentiellement la BAD. Quand moi j'étais chef de division énergie, technologie d'information, on a financé ces infrastructures, où les études ont été faites. Il y a plusieurs routes aujourd'hui. Vous commencez à prendre la dorsale de Casablanca jusqu'à Lagos, qui ont été financées dans le cadre de la CEDEAO. Même au niveau de la lutte contre les pandémies, etc., etc. Donc, économiquement, la CEDEAO a fait beaucoup de choses pour ces pays. Mais comment ça se fait qu'elle est toujours décriée par les populations, qu'elle est comme un club de chefs d'État? Non, parce qu'il y a des individus... À la boîte de la France. Il y a des individus qui font croire. Et comme leur voix porte très loin, les gens écoutent. C'est les réseaux sociaux. Mais il y a un constat aussi qui est là. Non. Moi, je me pose différemment. Aujourd'hui, ces pays sont sortis. Pourquoi? Parce que la CEDEAO a dit qu'on n'accepte pas les coups d'État. On va sortir. Je vais vous poser une question. Pourquoi ces pays ne sont pas sortis de l'UMOA? Vous savez qu'ils pourront répondre. Mais c'est ça. Donc pour moi, je n'arrive pas à comprendre. J'aurais accepté, j'aurais voulu comprendre parce que
On dit que la France domine, décide la CEDEAO, la France fait ceci ou ça, mais la France décide au sein de l'UEMOA. Hein, le ministre français est membre du conseil, co-président des conseils d'administration des pays de l'UEMOA. Donc pourquoi on ne sort pas de l'UEMOA? Pourquoi? Donc, à partir du moment où on me dit que c'est à cause de la France qu'on sort de la CEDEAO, moi, ce n'est pas acceptable. Oh, ils peuvent décider, ils sont libres. Ils sont libres de décider. Ils sont libres de décider. Mais il ne faut pas aussi jeter le bébé avec l'eau. La CEDEAO a été très bonne pour ces pays. Très, très excessive, j'allais dire excessivement bonne. J'étais représentant de la BAD à Bamako. Je connais les projets d'infrastructure, les projets régionaux, dans le cadre de la CEDEAO qui ont été financés pour le Mali. Je connais les projets qui ont été financés pour le Niger, l'interconnexion. Toutes les interconnexions, le Burkina, la même chose. Donc je sais ce que la CEDEAO a offert à ces pays économiquement. Donc encore une fois, moi je crois que ces pays sont libres de prendre leurs décisions, de partir de la CEDEAO. Mais personnellement, je n'accepte pas, sous prétexte que c'est la France qui décide ce qui se paie dans la CEDEAO et on reste dans l'UEMOA. Moi, ça me pose problème. Et donc la Guinée a toujours sa place dans la CEDEAO? Non. Ceux qui disent que souvent il faut penser peut-être à la région de l'AES, vous vous dites non, c'est une mauvaise idée. Non, allez faire quoi dans l'AES? Pourquoi changer la CEDEAO pour aller à l'AES? Pour quelle raison? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu cette raison. Je veux l'entendre. Je veux qu'on me dise pourquoi on le ferait. En tout cas, personnellement, je ne vois pas la raison. Changer une institution pour une autre. Une institution aujourd'hui qui est là, qui a de l'expérience. Et donc l'avenir de la Guinée se trouve dans la CEDEAO, selon vous? Pour moi, personnellement. Tout à l'heure, je disais que l'intégration régionale est importante. La priorité de synthèse, c'est de voir comment, et surtout les pays limitrophes à la Guinée, on peut se mettre ensemble pour avoir une plus grande économie. C'est la seule façon de compétir. Pas individuellement pris. Nos économies sont très faibles, pas compétitives au niveau international. Et aujourd'hui, ce moment est arrivé où chacun est en train de tirer la couverture vers soi. Et ça va être encore beaucoup plus difficile que la globalisation. Donc pour moi, l'intégration, c'est un objectif de synthèse et on travaillera là-dessus. Intégration ouest régionale et ouest africaine, mais il y a aussi la question des relations entre la France et l'Afrique. Vous qui avez été en responsabilité, quelle est votre doctrine sur cette question? Comment l'Afrique doit organiser ses rapports avec la France? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les salons, dans les médias, surtout les médias sociaux où tout le monde a accès. Et on sort, on raconte sa vie, ainsi de suite. Moi, je crois que c'est important d'avoir des partenariats. C'est important d'avoir les partenariats. La Guinée est partie de ça en 1958. On a été les premiers. On est partis les premiers. Les autres sont allés 60 ans plus tard. Vous êtes partis trop vite. Non, au contraire. Parce que ceux qui sont partis trop tard ne sont pas mieux lotis que nous qui sommes partis trop vite. Non, ça je vous le dis. Vous ne pouvez pas me prouver le contraire. C'est votre appréciation. Oui, dites-moi. Oui, non, c'est vrai. Je ne vois pas. Bon. Je vois pas. Je vais me retrouver dans n'importe quel pays, peut-être à l'exception d'un, peut-être deux pays où vous verrez des petites différences. Et ces différences sont arrivées tout récemment. Ce n'est pas il y a 50 ans. C'est tout récent. C'est tout récent. Sinon, pratiquement toutes ces économies, c'est les mêmes. La Guinée est aujourd'hui plus riche, mieux lotie que plusieurs pays de la CEDEAO, plusieurs pays anciennes colonies françaises, même si elle est partie en 1958. Donc, quand on voit le train de vie des Guinéens, on se pose des questions sur votre affirmation quand même. Mais c'est le même train de vie. Moi, j'ai fait tous ces pays. Pas une fois, pas deux fois, je suis allé dans les coins les plus reculés. Et je vous le dis, je suis fier d'être Guinéen. Parce que quand je vais dans mon village à moi, j'ai l'électricité, j'ai l'eau courante, j'ai l'eau chaude dans mes salles de bain. Je mange à ma faim et je mange du bio. Je n'ai vu aucun autre pays. Les intellectuels guinéens, vous les retrouvez partout. Les jeunes, ici en France. Oui, je confirme. Okay. Ils viennent faire mes émissions aussi. Voilà. Et je vais vous dire, aujourd'hui, ici en France, il y a plus de 200 médecins guinéens qui travaillent en France. Des médecins titulaires.
Mais ça, c'est une partie, mais il y a d'autres Guinéens encore qui sont encore dans la souffrance. C'est pour ça que je dis votre affirmation reste encore fait pour des limites. Parce que non, je vous l'ai dit dès le départ. Hein? Je vous l'ai dit dès le départ que près de la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Vous l'avez dit. Mais c'est la même chose dans les autres pays. C'est presque la même chose. Pas de grande différence. Le Niger, à un moment donné, était considéré comme le pays le plus pauvre de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent. C'est un pays enclavé, pas beaucoup de ressources. C'est un très grand pays, très vaste, et tout et tout. Et vous allez dans les autres pays, vous trouvez la même chose. C'est la même structure que nous avons. Donc, il faut qu'on arrive à se dépasser, à oublier cette colonisation. On a tellement blâmé la France, les colonisateurs, qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne notre destinée en main. Nous avons les compétences, nous avons vraiment les compétences. Quand je parle nous, je parle de nous, de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons les ressources. Si vous sortez tous les cadres africains de l'Afrique de l'Ouest qui travaillent en France, vous allez voir ce que ça va faire ici en France. C'est la même chose aller aux États-Unis, dans toutes les grandes universités, dans toutes les grandes industries. Vous trouverez des cadres africains qui travaillent et qui sont prêts à aller aujourd'hui servir leur pays. Il suffit qu'on crée des conditions pour que ces gens-là reviennent. Tout à l'heure, je vous parlais de la diaspora, les fils invisibles de la nation, qui sont ailleurs. Créons les conditions pour que ces enfants, ces fils puissent revenir travailler dans le pays. Et vous verrez ce que vous allez voir. Vous suivez l'actualité africaine, j'imagine. Oui. Vous savez que ce week-end, il y a l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Oui. Vous avez un candidat préféré? Bon, écoutez, c'est une affaire de l'Afrique de l'Est. C'est une affaire de l'Afrique de l'Est. Oui. Et je ne les connais pas personnellement. Mais le président de la Commission, en fait, il est là. C'est vrai que c'est haut fonctionnaire, mais bon. C'est haut fonctionnaire. C'est aussi l'image du continent. Non, ce n'est pas l'image du continent. Il représente l'Union africaine dans les différents sommets. C'est comme le président du Parlement européen. Il ne peut pas aller parler si les chefs d'État de l'Union européenne. Mais bon, c'est une figure quand même qui incarne l'institution. Oui. C'est un fonctionnaire. C'est un haut fonctionnaire, comme le président de la Commission de l'Union européenne. Je parie que si vous demandez aux Français, c'est qui le président de la Commission européenne? Certains la connaissent parce qu'elle fait beaucoup de bêtises quand même aussi, on dirait. Non, très peu. C'est des personnes comme vous qui êtes dans les autres ne savent pas, ne connaissent pas son nom. Mais ce que vous dites est assez fort quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union africaine n'intéresse pas les Africains. Non, ce n'est pas que l'Union africaine n'intéresse pas les Africains. Il y a une élection assez majeure qui Non, c'est parce que... Je vais reformuler différemment. C'est qu'aujourd'hui, vous avez l'Union africaine. Nous avons nos propres problèmes dans notre sous-région. Donc la priorité d'abord, pour le Guinéen, c'est la CEDEAO. Le Malien, c'est la CEDEAO. L'Union africaine, c'est très loin. C'est loin pour lui. C'est assez loin pour lui. Mais pour les intellectuels, pour les cadres, pour ceux qui font des recherches, ainsi de suite, l'Union africaine intéresse. Moi, quand j'étais dans les institutions, chaque année, j'y allais. J'y allais quand j'étais à la BAD. J'allais chaque année à Addis pendant cette période. Et quand j'étais à la Banque islamique, la même chose. Donc, je sais ce qui se passait, je savais ce qui se passait dans les couloirs. Mais quand vous avez plus d'une cinquantaine de chefs d'État, chacun avec son ego, ce n'est pas facile à gérer, même si vous êtes président d'une commission. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'être passé sur nos plateaux. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Oui. Merci à Mme Barry qui vous accompagne aussi. Merci à Romain Clicquot de MEC à la réalisation. Portez-vous bien. Bonne soirée et à demain.